Squid Game. Squid Game. Squid Game, la série la plus regardée. Squid Game. Zababab, Squid Game. La série sud-coréenne Squid Game. If you're not watching Squid Game... J'ai vu Squid Game. Est-ce que le phénomène Squid Game vous inquiète? Vous n'avez probablement pas pu y échapper, même en essayant très fort. Vous en avez peut-être eu marre très vite, Squid Game était partout, sur tous les écrans, sur toutes les lèvres. Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. C'est à se demander s'il reste encore des trucs à dire dessus, si le sujet n'est pas mort aussi vite qu'il est apparu. And it's gone. Ben justement, le cadavre est encore chaud et pourtant on va se livrer à une petite autopsie pour comprendre ce qu'il a dans le ventre et pouvoir enfin enterrer Squid Game. Niveau spoiler, bah forcément on va devoir divulgacher un certain nombre de points d'intrigue, notamment tout ce qui est établi dans le premier épisode, et utiliser des images d'un peu partout dans la série mais sorties de leur contexte. On va quand même éviter de vous griller les retournements de situation importants du style qui meurt, comment, pourquoi, ou le déroulement des différentes épreuves. Vous voilà prévenu. Pour le pitch, vous devez avoir compris à force, donc on va la faire courte. C'est des gens qui se livrent à des versions mortelles de jeux d'enfants dans l'espoir de rembourser leurs dettes. Voilà. Vous l'aurez remarqué, Squid Game s'inscrit en fait dans une longue tradition, celle du Battle Royale. Et comment s'étonner de son succès au moment où ce genre est lui-même un phénomène planétaire dans le jeu vidéo. Ah, j'ai besoin de ma dose de Battle Royale. Le principe, vous commencez lui aussi à le connaître, c'est en gros, nous partîmes 500, et à la fin, il ne peut en rester qu'un. Ou en tout cas pas beaucoup. Le dernier kill. Le dernier kill. Dans sa forme classique, il s'agit pour les participants de s'entretuer joyeusement. Yes. Dans d'autres variantes, et c'est le cas dans Squid Game, il s'agit surtout de survivre à une série d'épreuves qui écrèment petit à petit la masse des joueurs. Strat Benoît Hamon juste ici, centre gauche, 6% de réussite. Et c'est un échec, c'est vraiment la strat Benoît Hamon. Une variante qui le rapproche d'un genre parent, le Deadly Games ou jeu mortel. Une histoire qui fait désormais partie intégrante d'un imaginaire populaire international et dont la série n'est qu'un nouvel avatar. Une histoire aux ramifications peut-être plus profondes que vous ne le croyez. Le terme consacré de Battle Royale a été popularisé fin 90, début 2000 par une série de romans, mangas et surtout de films. Il en existe toute une flopée, avant et après, tant cette base narrative, à l'efficacité redoutable, a été investie par de nombreuses cultures à différentes époques. Des variations sur le thème qui permettent à chaque déclinaison d'aborder des sujets propres à leurs enjeux respectifs et qui se nourrissent entre elles au fil du temps pour arriver à un Squid Game qui, lui-même, ne manquera pas d'en alimenter les futures incarnations. Dès 1965, on peut retrouver ce genre de délire à l'écran avec La 10e victime, film italien de Elio Petri. Petri, c'est un drôle de nom. Il est lui-même adapté d'une nouvelle américaine de Robert Sheckley, écrite 12 ans auparavant, et qui s'appelle, attention, La 7e victime, à ne pas confondre avec le roman La 10e victime, qui, lui, est adapté du film par le même auteur. C'est un bordel. Bref, ça vous dit peut-être rien, mais ça va vous sembler quand même familier. Hold it, where you going? I'm a hunter. Where's your license? Let's see it. Go on. Un gouvernement dystopique organise des chasses à l'homme mortelles, avec un ministère consacré et tout. Happy Hunger Games, and may the odds be ever in your favor. Le but est d'encadrer légalement le meurtre pour servir de catharsis aux pulsions meurtrières de la population et aux tensions sociales. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Les participants doivent triompher d'un certain nombre de chasses pour atteindre la richesse et la consécration, ce qui n'arrive quasiment jamais. I'm sure you know that every last one of our slayers is a bona fide death row inmate. Each one offered the chance to participate as an alternative to their sentence. You stay alive for 30 sessions, you get set. And has any of these men or women actually survived long enough to be set free?
Well, I'd remind your audience that Slayers was put together with the full cooperation and approval of the United States federal government. Bon, les histoires de chasse à l'homme, ça existe depuis un moment, hein, notamment liées à l'imaginaire colonial. Mais vous voyez bien comment ces éléments ont pu être mobilisés depuis de bien d'autres façons. Un remake abandonné de La 10e victime devait être réalisé par John McTiernan, et ce n'est certainement pas un hasard si, à la place, il s'est retrouvé à faire un remake de Rollerball, avec son jeu de boules mortelles dystopique. Qui lui-même est l'adaptation de la nouvelle Rollerball Murder de William Harrison. La nouvelle, comme le premier film d'ailleurs, est ce qu'on appelle une dystopie. Stopie, ta gueule. De plus, Robert Sheckley a écrit une autre nouvelle du même style en 58. Oui, alors apparemment les chasses à l'homme, c'est ma grande passion. Nouvelle qui va elle-même inspirer le film du très engagé Yves Boisset, Le Prix du danger. Pas mal, non? C'est français. On y trouve un Gérard Lanvin en chômeur qui doit échapper à des tueurs dans l'espoir de gagner de quoi se sortir de la misère. Le tout dans le cadre d'un jeu télévisé, présenté par Michel Piccoli, excusez du peu, Quel spectacle! Pour le plus grand plaisir de la ménagère de moins de 50 ans. La ménagère veut... Encore plus de sang, plus de violence et plus de carnage, eh bien nous vous en donnerons. Et oui, rendez-vous compte, on a eu un cinoche de genre stylé, populaire et social, et il fut un temps. Sa femme que vous voyez là est très très malade. Elle a un cancer. Ah. What a story, Mark. Le chômage et le cancer, c'est peut-être beaucoup ensemble, non? C'était d'ailleurs en 1983, alors que le chômage devenait un sujet majeur de la politique en France. Avec le chômage, avec la crise, Madame Roderer et ses 3 enfants vivaient dans la misère. Et aujourd'hui, grâce à votre mari, malheureux candidat du prix du danger, vous voilà, madame, à l'abri du besoin et riche de ces $10 000. Les Américains, la Fox, a fait avec Schwarzenegger un film qui s'appelait Running Man, qui était supposé être tiré d'une nouvelle de Stephen King, mais qui était un plagiat absolu, mais pour certaines scènes, réplique par réplique, du Prix du danger. Donc je leur ai fait un procès que j'ai mis 11 ans à gagner. Je touchais des dommages et intérêts qui ont tout juste couvert les frais que sur 11 ans m'avait coûté le procès. Enfin, ce qu'on peut appeler une victoire morale. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Film français au budget moyen contre superproduction hollywoodienne, forcément, les logiques de production ne sont pas les mêmes. Les moyens diffèrent, tout comme les ambitions. Dans Le Prix du danger, avec un cinéaste aussi engagé qu'Yves Boisset aux commandes, c'est forcément la dimension politique du scénario qui est mise en avant. Un nègre. Non, écoutez, qu'on nous traite de criminels, d'accord, mais alors de racistes, ça, on ne nous parlerait pas. Allez, au suivant. Mais attendez, c'est pas fini, parce que Stephen King avait écrit en 79 un autre roman, Marche ou crève, un peu dans le même style. Sauf que là, comme son nom l'indique, il court pas, quoi. Il marche. Là aussi, dans des USA totalitaires, des jeunes doivent traverser le pays sans s'arrêter, sous peine d'être abattus par les gardes, avec un prix pour le dernier debout. Et vous noterez qu'ici, comme dans beaucoup d'autres exemples, les participants sont volontaires. Par exemple, si vous prenez les soldats, la guerre, eux aussi, ils tuent. Oui, ils savent pas pourquoi, mais ils tuent, nous au moins, on sait pourquoi, c'est pour de l'argent. Et ceci dit, il n'y a pas que nous, il y a le gouvernement, les syndicats, c'est plein de magouilles. Ce qui est marrant, c'est que 8 ans plus tôt sortait le documentaire Punishment Park d'un autre réal engagé, Peter Watkins, montrant des jeunes rebelles contraints à une longue marche dans le désert, traqués par la police. Isn't this fun? Non. Là aussi, c'est assez évident comment ce jeu cruel, ici filmé par une équipe de journalistes plutôt qu'un jeu télévisé, dans le plus pur style des films de Watkins, est une variante propre aux 70s, en plein mandat ultra-réactionnaire de Nixon, puisque les participants sont composés de tout ce que l'époque portait de contestataires. Here's John Ehrlichman, special counsel to Nixon, talking about the instrumentalization of drugs in the Nixon campaign. The Nixon campaign in 1968 and the Nixon White House after that had two enemies. The anti-war left and black people. You understand what I'm saying? We knew we couldn't make it illegal to be either against the war or black. But by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did. Enfin, propre aux années 70, mais d'une confondante actualité, jusque dans certains termes employés. Well, it's quite obvious because I'm black. I'm neither. I'm an international. You have no chance in hell going the way you're going.
Vous l'aurez compris, Squid Game est donc un héritier plus ou moins lointain de toute cette histoire culturelle, tout cet imaginaire international de jeux mortels et de Battle Royale, dont très directement Battle Royale lui-même. この作品は劇場公開時、営林管理委員会から教師への障害、連続する凄惨なシーンは中学生以下の年少者には不向きとの理由で15歳未満は鑑賞不可と指定されました。ご家庭のご鑑賞にあたりましては、保護者の方の適切なご配慮をお願いいたします。Ils sont japonais. Si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Non, mais la structure est pas du tout la même. Ouais, ils sont japonais, les japonais, nous on est des français, ouais, d'accord. Alors, l'influence des prods nippones est certaine en Corée. Malgré un léger ressentiment, fort compréhensible envers l'ancien colonisateur, la Corée est un des plus gros consommateurs de mangas par exemple. C'est pas un argument, ils sont japonais. Des mangas comme Kaiji mettant en scène un type se livrant à des jeux de casino à l'issue parfois mortelle pour rembourser ses dettes. C'est du vol et du plagiat. Une influence totalement assumée par le créateur de Squid Game qui, tout simplement, lisait ce genre de manga au moment de développer son idée. Kaiji est bien un exemple typique de variante japonaise parlant de leurs problèmes de récession économique ou de leur culture des jeux de hasard. Et pourtant, elle a largement infusé à l'international sous les formes de mangas, d'adaptations à l'écran. Adaptations qui fleurissent et se diffusent très largement, notamment sur Netflix, dont on connaît la passion pour les versions live-action plus ou moins ratées. J'espère que tu sais ce que tu fais. Il en existe d'ailleurs une de Kaiji, chinoise cette fois, dont les droits internationaux appartiennent à Netflix. Adaptation plutôt libre qui, détail amusant, introduit le fait que le protagoniste a besoin de l'argent pour payer les frais de santé de sa maman malade. Comme dans... bon, vous avez compris. Tenez, l'une de ses autres inspirations est le manga Liar Game, encore des histoires de tournois et de dettes, qui a eu une adaptation en 2014 par la télé coréenne. Oh mon dieu, une fois de plus, tout est lié! Sans qu'on le sache, cette influence avait préparé le terrain avant même que Squid Game existe. Bon, c'est peut-être moi, je suis pas le plus grand des otaku après tout, mais j'ai du mal à pas voir cette influence japonaise jusque dans la façon de trouver des enjeux incroyables et des techniques de ouf dans des jeux ou des sports qui pourraient nous sembler assez basiques. D'après sa position, je suis à peu près certain qu'il ne va pas tirer comme d'habitude. Il y a même un manga de 1, 2, 3 soleils, avec une figurine très similaire, même si la coïncidence semble fortuite. Si ce type de récits sont bien passés du pays du soleil levant à celui du matin calme, les fameux Battle Royale des années 2000 ne sont pas les derniers à avoir inspiré la série et surtout préparé le public international, notamment occidental. Vous aurez peut-être noté que ces histoires se déroulent presque toujours dans des dystopies. Stopie, ta gueule. Pour rappel, des sociétés imaginaires indésirables, l'inverse de l'utopie quoi. On est toujours un peu dans ce bon vieux principe qui consiste à pousser à l'extrême les travers de nos sociétés, afin de mieux les dénoncer et de rectifier la trajectoire qu'on risque de prendre. J'ai l'impression qu'on vit tous un peu dans Black Mirror. Ça peut passer par l'anticipation ou une uchronie. Donc Battle Royale, qui est une uchronie, rappelons-le, c'est ce qui suppose que le Japon fasciste a triomphé et qu'on est comme dans une sorte de république totalitaire du Japon de l'Axe. Et vous vous souvenez, au début des années 2010, il y a eu toute une mode de dystopie pour adolescents. Ready? I just remember so vividly being this 13-year-old with all this barely concealed rage at life and the system, just absolutely devouring like The Hunger Games and Maze Runner and Divergent and Legend and Uglies, and feeling like I could take on the world and the government and my parents and school and the man. Vraiment, ça a été presque aussi intense et bref que la tectonique. T'es pas fou. La tectonique existe bien. La vérité, c'est que l'État français a tellement eu honte de ce mouvement qu'ils ont décidé d'en effacer toutes les traces. Dans Hunger Games, qui avait lancé la mode, autre moment, autre culture. On est clairement dans des références à la Révolution américaine, avec les 13 districts pour les 13 colonies, contre un genre de métropole. Et il y a aussi une dimension de classe assez surlignée, comme dans Squid Game. Et puis, comme c'est pour les ados, et tout particulièrement les adolescentes, il y a un angle très problèmes sentimentaux, familiaux, puis de rébellion face à l'autorité. Things like
what if you had to go to a school and take tests? Or what if the government told you who to love, but not in a gay way or anything like that, just in the way that your parents won't let you date Thomas, even though Thomas is the cutest boy in your class and really good at writing poetry. Ça a forcément eu une influence sur le public de Squid Game et sur son créateur, qui a commencé à penser la série en plein pendant cette vague Martine à la ferme des animaux. Le public cible du premier Hunger Games, qui était ado à ce moment-là, il est maintenant au milieu de sa vingtaine à geeker sur Netflix. Et ça veut pas juste dire qu'il s'est formé avec ce type de récit, ça veut dire qu'il a vieilli. Depuis que Hunger Games a fait écho à ces révoltes adolescentes contre l'autorité, représentées sous la forme d'un état totalitaire, il connaît le monde du travail et les angoisses économiques. Et c'est là que débarque Squid Game. 어릴 때 형이랑 이러고 놀다 보면 꼭 엄마가 밥 먹으라고 불렀는데 이제는 아무도 안 부른대. Si je reviens sur cet aspect dystopique, c'est que ça a son importance, parce qu'il nous présentait des sociétés où les horreurs dépeintes sont socialement acceptées. Elles sont même vues sous l'angle du divertissement. Ces Battle Royale sont presque toujours des jeux télévisés. Ce qui n'est pas étonnant, parce que ce genre se double souvent d'une critique des médias de son époque. Ce qui est assez amusant, c'est que ce film, qui était d'une manière explicite et claire un film de science-fiction, est assez rapidement devenu un documentaire sur TF1. Pourtant, ils ne font pas que critiquer ces jeux télé. Ils jouent sur leur dispositif que le public connaît et apprécie, et parce que c'est ce qui les rend cool à mater. Déjà, c'est ludique, parce que c'est des jeux, quoi, c'est en soi divertissant. Du pestacle pour une société du pestacle. C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes. Même carrément le spectacle d'un spectacle. Et face à l'engouement, forcément, il y a un youtubeur qui a reproduit Squid Game en vrai. Oh, bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Alors ok, on peut se dire, il a rien compris à la série, c'est quasiment dystopique et on vit vraiment dans une saucisse. Mais c'était sûr en fait. Le succès de la série tient aussi au fait que ces jeux sont cool à regarder, même si c'est dans le cadre d'une critique. What MrBeast does is exactly what reality shows do, but less humiliating. Yeah, because in reality TV shows, and I've been on the backside, where like they treat you like you're fucking cattle. Perso, c'est ce que j'appelle le syndrome Jurassic Park. Ça donne envie de voir des dinosaures en vrai, alors que le film passe son temps à montrer que c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Sauf que le film, à la base, il marche aussi parce que les dinosaures, c'est trop cool. Et voilà, encore un exemple. Avec les jeux télé, par exemple, on s'est pris à adorer les éliminations. Lionel, vous êtes le maillon faible. Au revoir. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Ça réunit des millions de gens à chaque épisode pour voir qui va rester, qui va échouer, tout le suspense autour de ça. Les aventuriers rouges ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Pourquoi ils ont été corrompus? Putain! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Et le décorum peut aller à fond là-dedans, Regardez Koh-Lanta, ils mettent vraiment en scène une lutte pour la survie. C'est totalement ritualisé comme dans une fiction type Battle Royale. Sur Netflix par exemple, vous avez un truc qui s'appelle The Floor is Lava, où des équipes se battent pour un prix en essayant de pas tomber dans de la fausse lave. Non mais regardez, ils leur ont carrément demandé de faire semblant de mourir. Ça me fume, c'est trop marrant. No. Alright, time for you to entertain me. Puis on a souvent l'aspect de télé-réalité bien sûr. Du coup, le public, pas que vous, mais aussi celui qui est dans le film, est un enjeu pour les personnages. You'd rather die than not be with him, you understand? How did you feel when you found him by that river? I felt like the happiest person in the world. Alors le public du film, lui, attention, il est très vilain en général, c'est des moutons cruels en plus. Mais nous, alors nous, rien à voir. Nous, on regarde une fiction qui dénonce. Alors, légère hypocrisie mise à part, si on trouve crédible ces dystopies, c'est qu'on sent que nos jeux télé et nos télé-réalités nous ont déjà habitués à ça. Par exemple, dans quelle mesure les gens qui participent déjà à ces jeux, ils le font pas parce qu'ils auraient déjà besoin de cet argent? Alors il n'y aura pas de pesée, bien entendu, et nous allons nous quitter ainsi. Qui aimerait maintenant parler de l'association que vous représentez? On aurait bien eu besoin de cet argent. Oui, mais vous écoutez pas RTL aussi, Madame Chambier. Je reviens sur The Floor is Lava, lui aussi sur Netflix, à côté de Squid Game. Il y a toujours une séquence où ils expliquent pourquoi ils participent, et c'est juste incroyable pour ça. Notre première équipe est constituée de Shadi et de ses enfants, Talia et Bryce, des jumeaux. On va gagner, parce qu'on a l'esprit d'équipe et que mes enfants ont besoin d'argent pour aller à la fac.
On est prof au lycée. On a absolument besoin de gagner les 10 000 $ pour aménager une salle des profs en rooftop. Pour le moment, on a juste un transat pliable et c'est tout. Et le plus pervers, c'est que du coup, ça crée encore plus d'enjeux pour leur petit spectacle. T'as trop envie qu'ils gagnent. Et même pas besoin que ça passe à la télé, hein, d'ailleurs. Hein. Vous connaissez ce jeu où les participants doivent maintenir le plus longtemps possible le contact avec une bagnole pour pouvoir la gagner, et seul le dernier l'emporte. Tout ça pour animer le centre commercial. Bon, et je vous épargne les trucs extrêmes, hein, genre la roulette russe. Prenez aussi la logique du loto. Globalement, t'as des masses de gens qui jouent, voire qui se ruinent au quotidien, hein, pour une somme d'argent d'autant plus colossale que beaucoup de monde paye, parce qu'ils se disent qu'il y a une chance, même ridicule, que le gagnant, ce soit eux. C'est moi qui vais gagner le jeu! C'est moi! Et pour certains qui se disent que foutu pour foutu, c'est bien la seule chose qui pourrait les sortir de la merde. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. C'est pas pour rien si la somme dans Squid Game, elle a été choisie en regardant les plus grosses sommes gagnées à la loterie et en la boostant légèrement. 20 000 $ dimanche et 1 million 8 jours après. Dans 15 jours, je t'emmène sous les palmiers. Tu comptes y arriver comment, sous les palmiers dans un cercueil? Oh, quel dommage, Madame Chambier! Bref, c'est toutes ces logiques que les Battle Royale dystopiques essaient de pousser à leur paroxysme en imaginant des sociétés où on accepte ça, mais en pire. Mais la particularité de Squid Game, c'est que c'est pas une dystopie. When we really broaden our perspective and think about how fucked the world is, what people are willing to do just to keep their financial situation stable, premises like Squid Game, I honestly think make a lot more sense. And I honestly think one of the reasons people get so uncomfortable watching those shows is because on some fundamental level, they know that if something like that popped up in the real world, a lot of people would sign up for it, even if all the terms were known beforehand. Like, you can watch something like that and think, holy shit, yeah, I probably know at least one person who would seriously consider doing that. Quand il proposait le projet il y a 10 ans, on répondait à Wang Dan-hyuk, le créateur de la série, que c'était grotesque, que c'était pas crédible. Et maintenant, apparemment, ça parle au monde entier. Et vous savez quoi ? Vous savez d'où ça vient vraiment les Battle Royale ? Bon, évidemment, on peut remonter aux jeux bien réels de l'Antiquité, hein. Vous savez, du pain et des jeux, où c'était ok d'aller voir des types s'entretuer, se faire bouffer par des lions, ou se massacrer entre esclaves pour des reconstitutions de batailles navales dans des colisées remplis de flottes. Comme quoi, pas forcément la peine d'aller imaginer des futurs spéculatifs. Mais le terme même, Battle Royale, alors il vient du catch, ce bon vieux catch où on va voir des faux combats, mais en vrai, qui lui-même le tient de baston général en chacun pour soi du XVIIIe siècle devant un public conquis. La bagarre. Et déjà à l'époque, les participants disposés à se prêter à ce genre de spectacle pour quelques pièces étaient, dans la vraie vie réelle de la réalité véritable, des hommes des classes laborieuses, voire carrément esclaves. Vous avez beaucoup de chance, car cette année, votre classe a eu l'honneur d'être choisie pour participer à Battle Royale. Félicitations les enfants! Nous vous remercions tous! Finalement, au-delà des comparaisons un peu superficielles, genre oui, c'est coréen et c'est très lutte de classe. Est-ce que la ressemblance la plus frappante entre Squid Game et Parasite, ça serait pas que, dans les deux cas, il s'agit de pauvres, de vrais pauvres, hein, de nos vraies sociétés, mis en compétition et qui se tirent la bourre au-delà de toute morale pour gratter quelques miettes? Alors si Squid Game s'inscrit indéniablement dans cette longue tradition du Deadly Games et du Battle Royale, je pense qu'on peut leur trouver à tous, et à cette série en particulier, une autre paternité. Dans les affres de la Grande Dépression américaine sont organisés des marathons de danse. Comme leur nom l'indique, les participants y dansent le plus longtemps possible devant un public, les plus endurants remportant un prix. Et en 1935, presque 20 ans avant la 7e victime, sort un livre basé sur ces marathons où on voit ces couples danser jusqu'à l'épuisement, voire la mort. Ce sont des chômeurs, des victimes de la crise économique, autant attirés par le repas gratuit que par l'espoir d'un gros lot qui les sortirait de la misère. J'ai dit le prix, parce que seulement un couple s'envolera en dansant au firmament de la gloire. Ceux qui n'iront pas jusqu'au bout, ceux qui plancheront, ceux qui seront vaincus seront éliminés. C'est dur, c'est vrai, mais les temps sont durs. Le tout orchestré par une sorte de MC qui va toujours pousser plus loin l'épreuve pour satisfaire son public. Le personnage féminin, actrice ratée et sans le sou, est prête à se livrer à ce genre de jeu tant elle ne supporte pas de vivre dans le monde extérieur. 그 사람들 말이 다 맞더라고. 여기가 더
지옥이야. Tant que le système capitaliste reste tel qu'il est maintenant, il y aura toujours les gens exploités. Oui. Et j'ai décidé que je ne pouvais plus rester libéral, que je ne pouvais plus fermer ma gueule et qu'il fallait que je lutte corps à corps avec ça. Charlie Chaplin, qui, comme on le sait, adorait ce genre de sujet, voulait en faire une adaptation, mais blacklistée par la censure McCarthyiste aux États-Unis, elle ne verra jamais le jour. Et il faudra attendre Sidney Pollack pour voir cette histoire portée à l'écran. C'était en 1969, son titre, On achève bien les chevaux. 왜 이런 짓을 하는 거지? 경마 좋아하시죠? 당신들은 말입니다. Pourquoi t'as fait ça? On achève bien les chevaux, non? Le Battle Royale, sous toutes ses formes interconnectées, est le produit d'une culture populaire mondialisée, dont Netflix est un acteur majeur. Rien de surprenant à ce que le dernier phénomène culturel planétaire nous vienne de cette plateforme tentaculaire via un mode de consommation qu'elle a imposé un peu partout. Sometimes the best choice is not to choose. Cependant, chaque Netflix est différent. Déjà par personne ou par foyer, puisque les suggestions sont adaptées à vos habitudes de consommation. Mais aussi parce que l'offre n'est pas la même selon les pays, avec un catalogue comprenant des programmes de chaque région. Et là, ça aurait été parfait pour caler une pub pour un VPN, mais notre ligne édito fait qu'on les refuse toutes en s'asseyant sur un paquet de pognon, on va pas se mentir. Et ça, c'est une autonomie qu'on peut se permettre grâce aux gens qui nous soutiennent, alors rejoignez le Partip. Bref, Netflix produit aussi directement des séries ou des films là où il est implanté, pour le marché local, mais pas que. N'étant pas une chaîne télé, mais bien un service de VOD par abonnement, leur intérêt est d'avoir une offre la plus diversifiée possible. C'est comme ça, c'est pas par amour pour la créativité, c'est purement structurel, lié à leur modèle économique. Et sans vraiment le vouloir, ça nous fait ce qu'on appelle un petit changement de paradigme. Parce que, vous avez dû remarquer quand même, cette culture mondialisée est très largement et tout à fait logiquement dominée depuis le départ par la culture des grands vainqueurs de la mondialisation. Netflix lui-même, c'est une plateforme états-unienne. Bien sûr, on l'a déjà dit, ça n'empêche pas que les productions culturelles locales continuent d'exister. Encore heureux. Mais même localement, elles cohabitent avec la culture mondiale qui, elle, est dominée par les États-Unis. Dominée par, certes, mais pas totalement, comme on pourrait l'entendre dans certaines analyses de comptoir. Déjà parce qu'elle est elle-même influencée par le reste de la culture mondiale, qu'elle digère, alors parfois aussi bien qu'un gros burger faisandé, et régurgite à son tour à l'export. Ensuite et surtout parce que d'autres productions arrivent à rejoindre ce grand torrent mainstream, tels des affluents plus ou moins gros. C'est le cas de la culture japonaise citée plus haut. Le truc avec le fonctionnement de Netflix, c'est que, mécaniquement, il permet de faire éclore à la face du monde des productions issues d'autres cultures. C'est même totalement conscient, puisque, de manière assez prémonitoire, ils avaient déclaré qu'il serait super que le prochain Stranger Things sorte d'ailleurs que les USA. Et, si possible, de pays où ça coûte moins cher de produire, mais ça, évidemment, ils l'ont pas précisé. Toujours est-il qu'à l'heure où j'écris ces lignes, 3 des 5 productions originales les plus vues de Netflix sont respectivement espagnoles, françaises et coréennes. À quoi on pourrait rajouter une 4e, coproduite avec la Pologne et adaptée d'un de leurs joyaux de la couronne. Des prods donc issus de ces cultures spécifiques fondées en bonne partie sur des imaginaires locaux. Alors bien sûr, quand elles ont vocation à percer à l'international, Netflix leur passe un petit coup de polish. C'est le cas avec Squid Game, où Netflix a demandé ces visuels très reconnaissables en un coup d'œil, aptes à être repris partout, en même comme en costume d'Halloween, sur le modèle du succès de La Casa de Papel. Ils ont aussi demandé à simplifier certains éléments un peu trop coréens pour limiter la barrière culturelle en vue d'une exploitation internationale. Évidemment, Squid Game a été conçu pour marcher, et oui, comme toute leur série quoi, mais certainement pas pour marcher à ce point-là.
L'investissement restait modeste, équivalent à un seul épisode de Game of Thrones, avec des versions internationales torchées à la zob selon leur je m'en foutisme habituel. You cried and said, "But that's the edge. There's no way I'll go." Like that. That's great. Merci à tous. Et ils ont bourré sur la com qu'une fois mis au pied du raz-de-marée. Non, clairement, le succès sans commune mesure avec les prods précédentes tient surtout à une forme de bouche à oreille moderne, accentuée en effet boule de neige par la viralité des réseaux sociaux et par le système de suggestion. Tout ça, encore une fois, ça vient absolument pas d'un beau geste du mécène Netflix, mais bien de son infrastructure. Paradoxalement, l'hégémonie des États-Unis sur la culture populaire mondiale s'en trouve disputée. Disputée par des alignements de planètes soudains et inattendus au milieu d'une diversité de productions dont les énormes données de Netflix cherchent constamment à saisir la trajectoire. Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. Un papillon bat des ailes à Busan et c'est un typhon qui s'abat sur le monde entier. C'est ça, la théorie du chaos. Parce que, c'est un peu comme avec Gangnam Style. Il y a un truc qui, tout d'un coup, éclate tous les records et personne comprend trop pourquoi. T'as l'impression que ça sort de nulle part et en fait, si, ça vient de quelque part et c'est encore la même péninsule. Tenez, un an avant Squid Game, il y a eu un petit succès sur la plateforme pour une autre série sud-coréenne sur un type contraint de se livrer à des activités douteuses pour pouvoir payer ses études, et maintenant c'est Hellbound, le dernier truc à la mode. C'est que la culture pop sud-coréenne, ça fait des années qu'elle se diffuse massivement, d'abord sur tout le continent asiatique, avant de... tenter de conquérir le monde. Un soft power représenté par exemple par la K-pop ou les dramas coréens qui sont très consommés à l'international et notamment via Netflix. C'est aussi sur cette Hallyu, littéralement cette vague coréenne, que surfe Squid Game. Paradoxe intéressant, si la plupart des productions de ce pays un tantinet conservateur sont assez prudes en ce qui concerne la violence et le cul, le Hallyu passe aussi par une diffusion grandissante d'un cinéma sud-coréen qui est alors mais tout l'inverse. Si Squid Game a peut-être agréablement pris de court les néophytes peu familiers de ce genre de délire, il ressemble en tout point à ce qu'on trouve dans ce cinoche depuis une bonne vingtaine d'années. D'ailleurs, si la série a très bien fonctionné là-bas, il semblerait qu'il soit plus vite passé à autre chose que nous autres, voire qu'une partie du public soit assez dubitatif face à cet engouement mondial. C'est que leur cinoche avait déjà bien préparé le terrain et que ça date pas d'hier. Arirang est une chanson traditionnelle coréenne. Ce qui, à première vue, est une petite histoire d'amour, est devenu pendant l'occupation japonaise un hymne de résistance. Un peu comme ailleurs Bella Ciao, The One That Shake the Barleys, Field of Athenry ou les chansons de Victor Rara. On l'entonnait en manif et sa structure simple était adaptée à l'infini pour parler de la résistance, de l'oppression, des travailleurs, etc. C'est tellement un monument, presque un second hymne national, que la Corée du Sud l'a déposé à l'UNESCO, et que la Corée du Nord aussi. Du coup, elle y est 2 fois. On la chante encore aujourd'hui, et même BTS y est allé de sa version K-pop. D'autres l'ont reprise ailleurs dans le monde, comme le chanteur folk militant américain Pete Seeger. Le plus fou, c'est qu'au contact de la population coréenne, elle est aussi devenue extrêmement populaire chez l'occupant japonais, qui se reconnaissait à sa manière dans sa forme et ses paroles très malléables. En 1926, la chanson inspire un film du même nom. Il dénonçait lui aussi l'occupation, malgré la censure coloniale. Il s'agit du premier long métrage coréen. Le cinéma coréen est né dans la contestation. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois les Japonais dégagés à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, la péninsule a été coupée en deux, ce qui leur a valu une autre guerre mondiale, mais rien que chez eux, avec le nord sous influence sino-soviétique et le sud sous influence onusienne. Tout ça pour refoutre la frontière au même endroit, avec une zone tampon de 4 km appelée zone démilitarisée, ce qui est assez ironique puisqu'il s'agit d'un coin encadré par des centaines de milliers de soldats et bourré à la gueule de mine. Ironie tragique, c'est dans les cendres de ce conflit cataclysmique que le film Arirang a été perdu peut-être à tout jamais. Au nord, c'était les communistes bizarres là, dictateurs de père en fils, et eux aussi, ils ont leur cinéma. En gros, bon, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très la propagande, avec beaucoup de trucs de guerre et d'espionnage.
Ce qui est marrant, c'est que Kim Jong-il, qui s'occupait de ça avant de reprendre la place de son père, parce que les dynasties c'est vachement communiste comme truc, comme chacun sait, ses films préférés c'était genre Rambo, les westerns de John Wayne ou les James Bond, des trucs de l'ennemi quoi. Une fois apparemment, il a carrément fait enlever un réal sud-coréen pour reprendre les studios et réaliser un film de kaiju socialiste, un délire. Toujours est-il que leur rayonnement culturel se limite en gros à passer pour un des régimes les plus grotesques du monde. Et quelques studios d'animation. Si je vous disais qu'un certain nombre de vos héros d'enfance avaient été animés par les services de propagande de l'une des pires dictatures du monde? Pire, si je vous révélais qu'une bonne partie des séries présentées comme étant made in France et diffusées sur le service public étaient en réalité l'œuvre de semi-esclaves communistes, prisonniers d'un rideau de fer asiatique? Mais le Sud, figurez-vous, c'était aussi la dictature, mais soutenue par les USA, façon Pinochet. Faut comprendre qu'on est dans un pays ravagé et extrêmement pauvre qui va être industrialisé et modernisé à marche forcée avec une violence inouïe. L'histoire du pays est rythmée par d'énormes grèves, mouvements étudiants et ouvriers, et en face par une longue tradition de politique antisyndicale et une répression sanguinaire. Le tout avec l'épouvantail nord-coréen en face. Du coup, c'est très la censure, mais aussi une politique de quotas stipulant que 2 films coréens devaient sortir pour chaque film étranger projeté sur leur sol. Bon, alors c'est bien mignon, mais ça a surtout donné des productions en masse et à la zob pour pouvoir tenir le rythme sous le contrôle de la mafia qui avait reniflé le filon. Pourtant, au milieu du flux continu de médiocrité alimentaire, certains cinéastes prennent le temps de pondre quelques chefs-d'œuvre, comme La Servante ou Obaltan. Et ce sont eux qui vont poser les bases du cinoche sud-coréen tel qu'on le connaît. Des films aux ambitions artistiques bien supérieures, mais aussi un tantinet plus subversif, qui prennent la vilaine habitude d'aborder à travers les tensions entre leurs personnages des questions sociales, les rapports entre les classes, les genres, le travail ou l'histoire du pays. Le premier est d'ailleurs une inspiration assumée de Parasite, tandis que l'autre a carrément été censuré pour avoir montré sous un jour critique la société d'après-guerre. C'est aussi avec ces innombrables films quotas faits à la va-vite dans les années 60 que débutera Im Kwon-taek, considéré comme le pilier historique du cinéma coréen. Ce que je voulais exprimer à travers ce film, dans une société féodale coréenne, surmonter le statut social hiérarchique est extrêmement difficile dans cette société féodale. Donc je voulais exprimer le désir d'élévation sociale et le désir d'arriver à une société égale. C'est lui qui a ouvert la voie de la scène internationale jusqu'à la consécration du prix de la mise en scène à Cannes pour Ivre de femme et de peinture. C'était en 2002, soit 2 ans avant le prix de Oldboy, qui va vraiment faire exploser ce cinéma aux yeux du monde, comme une passation de flambeau avant que ce dernier allume la mèche. Mais ça n'a pas été un long fleuve âne tranquille. Le mouvement étudiant et ouvrier qui avait viré leur premier dictateur a été réprimé dans un bain de sang, tandis qu'un coup d'état militaire mettait fin à une brève tentative démocratique. C'est cette période qui voit s'imposer les chaebols, de grands conglomérats familiaux intimement liés au pouvoir et qui ont la main mise sur l'industrie depuis lors, y compris l'industrie du cinéma. Censure et crise du secteur obligent, la période des années 70 est bien sombre pour le cinéma coréen, mais va aussi voir naître un cinoche contestataire, voire clandestin, qui n'est pas étranger au côté vénère de celui d'aujourd'hui. La lente et pénible démocratisation du pays, sous la pression des mouvements sociaux qui ne lâchent pas l'affaire, va de pair avec une liberté artistique grandissante. Cependant, le public est assez frileux face aux trucs un petit peu trop ancrés dans la réalité politique. Du coup, plutôt que d'aborder frontalement les questions sociales, toute une génération de cinéastes s'est mis à les traiter via les films de genre. D'où un cinéma de genre prolifique à très forte connotation sociale, ou de cinéma social à très forte connotation film de genre selon comment on est tourné. Et là on parle pas juste de série B de bonne facture pour amateurs de ce genre de cam. On parle d'un cinéma de genre qui domine les sorties en salle et qui cartonne. En réalité, les productions coréennes marchent tellement bien qu'elles sont mieux distribuées que les quotas ne l'exigent, en plus de s'exporter de mieux en mieux, jusqu'à reprendre la place jusque-là occupée par un cinéma hongkongais qui fut tout aussi vénère et créatif. Mais rendez-vous compte, un cinéma de genre social, politique et populaire. Que demande le peuple ? Alors les Coréens tiennent toujours à une forme de protectionnisme économique dans le cinéma, mais pas que. Tenez par exemple ça, c'est des manifs pour empêcher l'autorisation d'importer du bœuf américain. Ah ça, s'il y a un truc qu'ils ont jamais lâché aux ricains, c'est bien ça. Et pourtant, ceux-là, c'est pas faute d'avoir essayé.
L'industrie du cinéma elle-même, extrêmement structurée, s'est mobilisée à chaque fois que leurs institutions ont été menacées d'être fragilisées. Genre, leur gloire nationale Choi Min-sik, quand les quotas ont été remis en cause, il a renvoyé sa médaille du mérite et refusé de travailler tant que c'était pas réglé. Bon ouais, c'est un peu comme si Tom Cruise ou Danny Boone faisaient grève avec le reste du secteur. Eh ouais, mais quand t'as une place aussi importante dans le soft power de ton pays, mais ça fait un bon moyen de pression. Parce que là, on parle de protectionnisme économique, mais pas de fermeture sur le monde. Le cinéma sud-coréen est au contraire très tourné vers l'extérieur et, réciproquement, favorise énormément la venue de productions étrangères, même ricaines, comme ça a été le cas avec Avengers 2. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une giga baston à Séoul. Et d'où aussi les investissements massifs de Netflix qui ont permis Squid Game et qui, devant le succès du machin, les poussent à développer la prod là-bas comme des malades à coups de pognon, de tournage et de construction de studios gigantesques. On parle aussi et surtout de politiques publiques ultra ambitieuses. C'est que les années 90 sont placées sous le signe de la modernisation, y compris de l'industrie du cinéma. On a la création du festival de Busan, devenu le plus gros de toute l'Asie. Oui, le même Busan que dans le dernier train. Tiens, d'ailleurs, c'est la SNCF qui a fait cette ligne dans le cadre de cette fameuse modernisation du pays, et du coup, le train qu'on voit dans le film, c'est un TGV modifié. On parle d'investissements dans les infrastructures, de studios, de revues, de cinémathèques et d'universités, dont l'Académie coréenne d'art filmique, dont sont issus bon nombre des réalisateurs qui ont permis à ce cinéma d'exploser. On parle aussi de subventions et de la création, au bain des professionnels du secteur, du Conseil du film coréen. Au fond, la Corée du Sud a concrètement, comme nous, une sorte de politique d'exception culturelle et un genre de CNC, mais qui a produit un cinéma plus varié, plus incisif et qui marche mieux à l'international. Sans tout ça, de l'autre côté du globe, on n'aurait jamais eu la claque initiée par Oldboy et toute la génération d'enragés de cette nouvelle vague coréenne derrière Park Chan-wook ou Kim Ki-duk. On n'aurait jamais eu Parasite, et on n'aurait jamais eu Squid Game. Car si le monde s'est mangé ce phénomène en pleine poire, ce qu'on s'est pris, c'est en fait que la pointe émergée d'un iceberg sur lequel on fonçait inéluctablement. Qu'on soit agacé par cet engouement, qu'on trouve que c'est surcoté, pas si ouf, pas si subversif, ça se comprend. Toujours est-il que Squid Game s'inscrit totalement dans cette nouvelle vague du cinéma sud-coréen, dans sa version peut-être la plus mainstream à ce jour. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens ici qui trouvent rien de mieux que de le comparer à Parasite. C'est pas qu'ils se ressemblent, c'est qu'ils font partie de la même famille. En l'an 2000, une entreprise de pompes funèbres de Séoul, travaillant pour l'armée américaine, balance des chiers de produits chimiques directement dans les canalisations. 6 ans plus tard, une créature mutante sort de la rivière Han pour semer la terreur. Bon, cette partie-là, c'est pas vrai, c'est dans un film à gros budget et à gros succès. Là où les films de monstres états-uniens ou japonais ont tendance à mettre en scène des scientifiques ou des militaires, les personnages de The Host sont une famille de classe pop représentant différents profils sociologiques de la société coréenne, comme une sorte de film de monstres de Ken Loach de Godzilla bourdieusien. La bébête elle-même est plutôt réaliste, grotesque, maladroite, désorientée, on y voit un gouvernement incapable, peu soucieux de sa population et soumis aux États-Unis. Le climax est une énorme manifestation. Son réalisateur déclare « Si Hollywood peut constamment dépeindre les autres pays comme des méchants, alors pourquoi les États-Unis ne pourraient pas être l'objet d'une satire dans les films des autres pays ?» C'était 13 ans avant qu'il n'obtienne la Palme d'Or et le premier Oscar du meilleur film décerné à un film non anglophone. We got enough problems with South Korea with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. Le cinéma sud-coréen ne s'embarrasse pas forcément de dystopie pour montrer toute la violence, toutes les horreurs, toutes les contradictions de sa société, et Squid Game n'y fait pas exception. Si on se dit parfois que... On vit tous un peu dans Black Mirror. Eux, ils vivent en Corée du Sud. Il leur suffit d'aborder tout ça à travers des codes de genre et d'y faire surgir éventuellement quelques éléments fantastiques ou science-fictionnels pour en imaginer les pires scénarios. Leur cinéma a détourné les codes du monde entier.
Ils leur permettent de digérer une histoire difficile, les conflits géopolitiques en Mandchourie, dans un western déjanté, la scission du pays, dans un thriller au cœur de la zone démilitarisée, ou le soulèvement écrasé de Gwangju, dans une comédie d'action. Tous des grands succès en salle. Une approche similaire au cinéma hispanophone post-franquiste, mobilisant le fantastique pour aborder les traumas espagnols. C'est presque comme si l'imaginaire ne leur servait pas à accentuer les choses, mais au contraire à rendre plus digeste la réalité brutale, celle qu'on refuse de voir sans le prisme de fiction codifiée. Quand Okja joue sur la corde du film d'amitié enfant-animal, qui est un vrai genre, je vous jure, il a certes besoin d'un animal en CGI impeccable, mais pour représenter quelque chose qui n'a rien à envier à nos abattoirs industriels, voire est en dessous d'un reportage de L214. Okja, qui est un film produit par Netflix d'ailleurs, et tout comme The Host et Parasite, réalisé par Bong Joon-ho. Alors lui, ok, ça surprendra personne vu sa filmo, il nous vient de la socio, et comme le daron du cinéma coréen Park Chan-wook, de l'engagement militant. Dès sa jeunesse, Bong Joon-ho va d'ailleurs s'investir dans les mouvements qui frappent son pays. Étudiant en sociologie, il participe activement aux manifestations étudiantes de la fin des années 80 et finit plus d'une fois sous les gaz lacrymogènes de la police. Mais la caractérisation des personnages par leurs conditions sociales est centrale dans tout ce cinéma. C'est d'autant plus criant dans la façon qu'a Squid Game d'aborder le genre du Battle Royale. La caractérisation, c'est ce qui fait un peu tout le sel des récits de tournois. Leur approche du jeu va définir les personnages, et réciproquement, leur caractérisation va informer leur comportement, leurs points forts et leurs points faibles, leur morale, etc. C'est pour ça qu'on va généralement s'appuyer sur les valeurs ou les traits de caractère. Le timide, le bourrin, le génie, l'impétueux, l'honorable, tout ça. Et ici, tout ça découle de leur sociologie. Bon, le cas le plus évident, c'est le mafieux qui joue avec des méthodes de mafieux, mais au fond, ça s'applique aussi à tous les autres. Comment? Mais c'est impossible! Je n'avais jamais vu une telle solidarité de classe! Ce n'est pas un simple ouvrier! Le jeu agit alors comme un révélateur des dynamiques sociales. C'est aussi le rôle, par exemple, des apocalypses zombies dans leur genre à elles, et le dernier train pour Busan n'y fait pas exception. C'est des choses que le créateur de Squid Game connaît de manière assez intime et qu'il a mis dans sa série. Il est issu d'une famille populaire et a connu des problèmes d'argent, comme Ji-hoon, mais il a aussi fait une grande école comme Songgo, et là-bas ça c'est un bail encore plus énorme qu'ici. En plus, il a été élevé par une mère seule, comme les deux personnages. Et Ji-hoon, le protagoniste justement, quand on montre que c'est un ancien ouvrier de l'automobile gréviste, c'est ouvertement en référence à la grève bien réelle de SsangYong Motors, et ça réveille toute l'histoire des luttes syndicales et de leur violente répression. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. En fait, la représentation des classes laborieuses dans leur ciné, c'est juste la norme. Alors que nous... Depuis 2009, le CSA publie un baromètre de la diversité sur le petit écran et dans les médias. Le pourcentage de personnes perçues comme étant en situation de précarité sur les écrans sur l'année 2018 est de 0,7%. Il apparaît également que les personnes en situation de précarité sont essentiellement perçues comme non blanches, inactives et occupent des personnages secondaires à l'antenne. Conclusion, le CSA attend des chaînes qu'elles prennent les mesures nécessaires pour améliorer la représentation de la précarité. Tous les profils incarnent des réalités sociales importantes. Et pas juste pour la métaphore, c'est un moteur dans l'action. Le pitch même, au demeurant assez absurde, est rendu à peu près crédible par l'idée que les personnages sont en état de mort sociale, qu'ils sont quantité négligeable. Y a qu'à prendre Ali, tiens. Exploité par un boss sans scrupules, profitant de son statut d'immigré, et dont la condition va s'exprimer aussi dans le jeu. Et prenez la question du traitement des personnages féminins au sein du jeu, et leur stratégie de survie face à ça. 나머지는 남자들로 뽑아야 돼. 그런 거 시키면은 그러면 여자들이 더 잘하잖아. 그럴 수도 있지만 확률상 남자들이 유리한 게임이 더 많아. Dites-vous que ça n'a rien de gratos au moment où le pays vit une violente réaction masculiniste aux revendications des femmes. 넌 누가 불러서 왔어? 여기. 내가 남자들로만 모으자고 했지. 그럼 일어나고. Quand on nous présente juste un vieux, dites-vous que derrière ça, ça évoque d'abord la pauvreté chez les anciens, qui a un bail vraiment sombre là-bas. Non mais, écoutez bien, on est sur près de la moitié des plus de 66 ans qui sont sous le seuil de pauvreté. Près de la moitié.
Et attendez, c'est au point qu'ils ont un problème généralisé de prostitution des grands-mères, tellement elles sont dans la dèche, et qui fonctionne pourquoi ? Eh ben parce que les mémés, elles sont moins chères que les jeunes, du coup ça marche chez les clients les plus pauvres. Non mais oui, ils en sont là, hein. Alors, chacun son modèle, mais vous privez pas d'aller aux prochaines manifs pour défendre les retraites. Et la lutte des classes dans tout ça? Moi, je dirais je suis pour. Moyen contre. Oui, alors, tout le monde a pas pu s'empêcher de comparer Squid Game à Parasite, alors que les deux n'ont en soi pas grand-chose à voir, parce que tout le monde a vu cet aspect lutte de classe dans ces deux œuvres. La dimension d'inégalité financière qui s'ajoute, elle est extrêmement contemporaine. De lutte des classes. Pour la lutte des classes. On peut maintenant caresser Lénine. Enfin, après, il y en a toujours qui captent jamais rien. I don't think it's overtly political. Okay, so that doesn't sound to me like capitalism. How laughably simplified that plotline was. It was so on the nose. Even then, it's not enough. This motherfucker is staring at the barrel of the gun of capitalism and still going, I don't know, is this a banana? Le retour en force de cette thématique dans les imaginaires mondiaux, on l'avait documenté ici à partir de 4 films marquants de 2019, dont, évidemment, Parasite. Comme quoi, on avait encore vu juste un, alors abonnez-vous. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Comme le cinéma coréen tout entier transpire la lutte de classe, c'est logique que le monde se tourne vers lui en cette période. C'est qu'en plus, il a une manière bien à lui de l'aborder, qui correspond peut-être plus à l'ambiance générale. Nous en France, notre spécialité, c'est les films de réconciliation nationale. Le prolo et le bourgeois vont apprendre l'un de l'autre, le premier s'enrichissant du capital économique et culturel du second, qui va à son tour apprendre les vraies joies véritables de la vraie vie des vrais gens. Bref, ça aussi c'est culturel, hein, cette espèce d'obsession pour l'unité indivisible de notre beau pays. Le cinéma sud-coréen, lui, est tout tendu vers l'antagonisme de classe. Les types de films mobilisés sont taillés pour représenter l'ultra-violence des rapports humains, des rapports sociaux, des rapports de domination, ou des rapports des dominés entre eux, hein, comme dans Parasite. Pas étonnant en même temps que ça nous vienne d'une société qui a construit son développement, ma foi, fort impressionnant, sur des inégalités invraisemblables et une violence sociale inouïe. Un chômage des jeunes à 22%, une pression scolaire débilissime et un des plus forts taux de suicide du monde. Une seule question fait la différence entre deux notes. À l'examen, avec juste une question, on réussit ou on échoue. Même en coréen. J'ai 96 points sur 100 et avec ça, j'ai qu'un bien. Oh, j'ai envie de mourir, vraiment. Une société qui ne parle plus de miracle économique, mais bien d'enfer, comme le titre l'un des épisodes, celui qui justement ne se déroule pas dans le jeu. Dans un pays qui détient le triste record du nombre de suicides, le modèle de société est désormais remis en cause par une nouvelle génération qui refuse de se sacrifier au travail, qui se mobilise pour faire entendre sa voix. D'ailleurs, la révolution dite des bougies qui a entraîné la chute de la présidente Park en mars dernier a été largement portée par cette jeunesse. De la prospérité au El Joseon, la société sud-coréenne à la dérive. Et tiens, un développement construit aussi sur un endettement généralisé. Vous me suivez ? Alors, on a déjà parlé de la dette comme instrument de soumission dans notre vidéo sur John Wick, mais ça vaut aussi ici. D'ailleurs, l'excellente chaîne Wisecrack a analysé Squid Game avec à peu près les mêmes travaux qu'on avait utilisés pour John Wick, et ça fonctionne aussi très bien. The fucking world is $281 trillion in debt. To who? To me. I'm a businessman. La peur du pouvoir que les capitalistes et les riches ont sur le commun des mortels se retrouve partout, à l'image du fondateur Oldboy et son hyper riche mobilisant ses moyens conséquents pour tourmenter sa victime. Peur qui s'exprime dans un cinéma aux tendances paranoïaques. 아무래도 저희 세대만 해도 아주 어렸을 적에 70년대 이제 그땐 국민학교라고 했죠. 초등학교 다니면서 뭐 간첩을 때려잡자, 뭐 수상한 사람을 보면 신고를 해라, 북한 사람은 다 늑대처럼 생기고 뭐 무시무시한 사람들이다라는 그런 교육을 굉장히 많이 받고 자랐기 때문에 그런 어떤 무의식간에 그런 납치나 어떤 공포, 뭐 커다란 세력에 대한 공포, 뭐 이런 것들이 아무래도 영향을 미치지 않았을까라고 추측은 하고 있지만. Alors Squid Game n'est pas le seul à piocher dans une esthétique de société secrète, qui trouvera facilement écho dans les délires sur les élites pédosatanistes ou franc-maco judéo-reptiliennes. Elle aussi, malheureusement, dans l'air du temps.
Ce type de récupération premier degré de représentation allégorique des classes possédantes sont monnaie courante. Suffit de penser à comment des idiots perçoivent des trucs pourtant aussi explicites qu'Invasion Los Angeles ou Matrix. Un film coréen comme Save the Green Planet s'en montre parfaitement conscient puisque le personnage, totalement paumé et dérangé, croit en un complot alien qui le pousse à enlever et torturer des gens. On comprendra cependant, en voyant au-delà de son délire, que sa mère avait été empoisonnée lors de tests par la société pharmaceutique dont il cible les dirigeants. Il faut dire que l'économie coréenne est tout entière entre les mains de ce qu'ils appellent les chaebol, d'énormes conglomérats dynastiques appartenant à l'entre-soi de quelques grandes familles. Leur lien étroit avec la sphère politique est la source d'une constante ambiance de scandales à base de corruption, d'évasion fiscale et autres pots de vin qui ont fait tomber les gouvernements les uns après les autres. Franchement, même une armée d'Élise Lucet montée sur des révélations Mediapart n'en verrait pas le bout. Ils ont même eu un président, élu justement sur la lutte contre la corruption, qui s'est jeté d'une falaise dès qu'une enquête a été ouverte sur lui. Donc, quand dans Squid Game, vous voyez le financier fraudeur contraint de choisir entre le jeu mortel et mettre fin à ses jours, bah là-bas ça a une charge symbolique qu'on n'imagine peut-être pas. Non mais pour vous donner une idée de quoi se nourrit cette paranoïa cinématographique, il a été démontré que des gouvernements conservateurs ont utilisé les médias largement aux mains de ces chaebols, évidemment, pour mener une propagande ultra vénère contre l'opposition et les mouvements syndicaux, avec la complicité carrément des services de renseignement. C'est que, d'accord, il y a vraiment des obsessions dans Squid Game qui sont particulièrement coréennes. Sauf que tout ce que je viens de vous dire là, et qui était très spécifiquement coréen, entre nous, ça vous a semblé assez familier, non ? La parole de Bernard Squarcini, l'ancien chef des services secrets intérieurs. Ça a été considéré comme l'un des hommes les plus puissants de France, et donc il s'est reconverti dans les renseignements privés, en devenant ce qu'on appelle un consultant en intelligence économique, en sécurité, et son premier gros client, c'est la première fortune française, Bernard Arnault, le patron de LVMH, le leader mondial du luxe. C'est comme si Bill Gates, aux États-Unis, l'homme le plus riche des États-Unis, c'est Jeff Bezos, ou disons Bill Gates, avait recruté le patron de la CIA, qui lui-même avait tout un réseau de policiers, et puis qu'il utilisait ça à ses fins privées pour ses affaires, et qu'au passage, il avait, entre autres, infiltré, espionné un journal d'une élue démocrate, progressiste, radicale, etc. Je vous ai envoyé un petit SMS hier, donc je m'occupe de la j'ai vu ça. Le côté ordre public, donc j'ai saisi l'ancien service, puis surtout la préfecture de police et la direction de la sécurité publique. Voilà, super. Sincèrement, c'est pas anecdotique tout ça, même s'il y a un petit côté feuilleton Netflix et tout. C'est peut-être pas pour rien si le monde entier s'est retrouvé dans leur thème bien à eux. Comme si, en parlant d'eux, ils avaient touché à une certaine universalité. Plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Comme si, au fond, on était un peu tous dans le même bateau, à l'image des joueurs du Squid Game. Ce qui est assez frappant dans la série, c'est à quel point le jeu atomise les personnages, s'ingénie à briser tous leurs liens. On dit que quand il existe une classe en soi, c'est-à-dire qu'objectivement on partage les mêmes conditions d'existence, il n'y a pas automatiquement la conscience d'y appartenir, une classe pour soi. Et là, je veux dire, ils portent littéralement les mêmes fringues, vivent au même endroit, mangent la même chose, interagissent seulement entre eux, sont utilisés par les mêmes gens, et même là, ils ont l'impression d'être les uns contre les autres. Mais malgré tout, ce paradoxe, on le comprend bien. À l'échelle individuelle, chaque choix paraît justifié, ou au moins compréhensible, même si, collectivement, ça donne une situation horrible pour tout le monde. Ça me rappelle vraiment cette phrase qui dit qu'aux États-Unis, les pauvres ne se vivent pas comme des pauvres, mais comme chacun de possibles millionnaires en devenir. Et dans la série, les organisateurs ont tout un discours censé justifier leur truc. Alors que c'est que de la merde, hein, évidemment. Et c'est vraiment mot pour mot le discours bullshit qu'on connaît bien à base d'égalité des chances et de culpabilisation. L'exploitation est textuellement présentée comme une opportunité qui nous est offerte. Pardon, qui leur est offerte. Et puis bien sûr, comme totalement consentie. Bon, ça, on l'a dit, hein, c'est un classique dans les Battle Royale. Hein. Et c'est quand même marrant quelle forme prend ce consentement.
Déjà, il y a la notion de contrat, ce qui est un peu débile, parce que je vois vraiment pas comment ça peut passer juridiquement un truc pareil, hein, mais c'est pas l'important, puisque ça évoque d'une part les crédits, liés à la notion d'endettement, et d'autre part, tout simplement, le contrat de travail, qui consiste à littéralement te louer légalement à quelqu'un. Mais c'est de ton plein gré, t'as le choix. À la place, tu peux par exemple crever de faim. Alors attention quand même, le contrat, les conventions collectives, tout ça, c'est aussi ce qui permet de garantir à minima nos droits dans ce rapport qui est assez asymétrique. Non, parce qu'on s'est quand même bagarré pour ça, alors faut le faire valoir quand on peut. Mais justement, si vous considérez un contrat de travail comme un accord librement consenti, sans contrainte, entre deux parties égales, vous devez considérer que le Squid Game est librement consenti. Imagine suffering a plane crash above the ocean with only you and one other passenger surviving. Both of you get washed up on a deserted island with nothing but sandbanks and palm trees. Once you wake up on the shore and look around, you notice the other survivor's footprints. Looks like he woke up before you. Turns out, while you were unconscious, he went around and collected every single coconut on the island for himself. Coconuts that you would also need if you don't want to starve. Of course, you could go and try your luck catching some fish along the shore, but according to statistics, 9 out of 10 startup fishermen end up dying of hunger in the end. The coconuts are your only realistic chance at survival. So you ask him, can you give me some coconuts, please? And he says, sure, I can give you some coconuts, if you suck my dick. You are faced with a conundrum. Do you suck the coconut man's dick? Hey, you're free not to, with dying of hunger as the consequence. Ça me fait trop rire parce que, évidemment, il y a des gens radicalisés sur LinkedIn qui trouvent le moyen de faire des posts managériaux inspirants à partir de la série. Au fond, c'est flippant, mais c'est cohérent. L'autre aspect du consentement, il se joue au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau démocratique. Ici, les joueurs peuvent à tout moment arrêter le jeu par un vote majoritaire. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Le but est alors de montrer que les conditions d'existence des participants à l'extérieur sont telles qu'ils vont accepter majoritairement le jeu. Le vote n'est ainsi plus vraiment un instrument démocratique, il n'est là que pour venir justifier la servitude volontaire du groupe. Habile. Et pour s'assurer que le jeu fonctionne comme il se doit, il s'est doté d'une classe d'agents, eux-mêmes divisés en plusieurs classes, qui protègent le système avec recours au fameux monopole de la violence légitime. Légitime car les participants y auraient consenti. Alors qu'on soit pas dupe, ils assurent la sécurité des participants que dans la mesure où cela contribue à faire tourner la machine, jamais le reste du temps. Par conséquent, la révolte ne vient que de gens qui ont perdu tout espoir de gagner. En même temps, un jeu, c'est le truc parfait pour représenter des effets de système. Parce qu'un jeu n'est rien d'autre qu'un système, au fond. Le choix des jeux d'enfants, en plus du décalage qu'ils créent avec l'horreur de la situation, est d'autant plus malin qu'ils sont un lieu de reproduction des imaginaires et d'apprentissage des codes sociaux. C'est très bien montré avec Ali, puisque venant d'un autre pays, il n'a pas grandi avec les mêmes jeux et a un désavantage structurel. C'est important de parler d'effets de système parce que, en fin de compte, c'est eux qui vont orienter le comportement des participants, plus que leurs caractéristiques personnelles, elles-mêmes déjà le produit de leurs conditions sociales. Parce que dans le jeu, il y a très vite des réflexes de solidarité ou des gens qui essaient de niquer un peu le truc. Et ça, en vrai, pour une fois, ça fait plaisir, parce que ça rentre pas dans le délire de « Ah là là, la nature humaine est si cruelle ». Alors il y a des persos qui sont des vraies saloperies, certes, mais on est à 100 lieues des films comme Hunger Games qui virent systématiquement à des affrontements entre gentils et méchants, et où la protagoniste a rarement à résoudre des dilemmes cornéliens. Elle tue des vilains, et elle a presque jamais à tuer des gentils, parce que les vilains ils tuent les gentils pour elle. Et c'est ce qui fait, à mon humble avis, que malgré leurs autres qualités, les Hunger Games, c'est pas des très bons Battle Royale, là où Squid Game cherche toujours à placer ses personnages face à des conflits moraux. Même en admettant que tu veuilles te conformer à un certain nombre de principes, misés sur la coopération, le jeu va tout faire pour te les faire remiser parce que ta survie en dépend. La série essaie pourtant de développer une espèce de lutte entre deux visions de la nature humaine, égoïste versus altruiste. Sauf que ce qu'elle montre le mieux, c'est qu'en définitive, et en dernière analyse, c'est le jeu lui-même qui brise les liens de coopération, familiaux, de confiance ou d'amitié. D'autant que, comme les règles sont différentes à chaque jeu, elles favorisent à chaque fois des comportements différents. Oh le fils de pute! Ce sont bel et bien les structures qui définissent les personnages. Là, dans le jeu en soi, on n'est pas obligé de buter tout le monde pour gagner, Sauf que la tirelire, la somme, c'est la part de tous les perdants partagée par les gagnants.
Donc, tendanciellement, le jeu fait que t'as plutôt intérêt à ce qu'un maximum de gens perdent. Dans ce système, la réussite se fait toujours au prix du sang des autres. Et quand je dis les structures, alors c'est le jeu, hein, bien sûr, mais c'est aussi la multitude des joueurs elles-mêmes. C'est donc un jeu entre deux agents qui font face simultanément à un même choix entre deux options qu'on peut appeler coopérer et trahir. Si les deux coopèrent, ils se partagent un certain gain, disons 3 chacun. Si les deux se trahissent, ils se partagent un gain nettement plus petit, disons 1 chacun. Et si l'un trahit et l'autre coopère, celui qui a trahi obtient un gain plus grand que s'il avait juste coopéré, donc disons 5 au lieu de 3, et celui qui a coopéré obtient une récompense plus petite que s'il avait lui aussi trahi, donc disons 0 au lieu de 1. On peut bien sûr changer un peu les valeurs de tout ça, mais l'idée importante reste que la case de la matrice de gain où le plus de points sont distribués, c'est celle où les deux coopèrent, donc on peut dire que c'est collectivement optimal. Celle où le moins de points sont distribués est celle où les deux se trahissent, c'est collectivement le pire, mais pour chaque joueur, quelle que soit la stratégie de l'autre, trahir améliore toujours son propre gain. C'est ce qu'on appelle une stratégie dominante, comme j'ai expliqué la dernière fois, ce qui revient en quelque sorte à dire que c'est individuellement optimal. Et donc, si les deux joueurs choisissent cette stratégie individuellement optimale, ils aboutissent à un résultat qui est collectivement le pire. Et c'est un peu triste pour eux. Au final, le véritable duel de la série, c'est assez littéralement une opposition entre une vision, on va dire, méritocratique, c'est-à-dire j'ai fait tout ce qu'il fallait pour gagner, même le pire, je mérite de gagner, et une autre qui admet que c'est grâce aux autres et à la chance qu'il en est là. Je sais que certains trouvent cette façon de présenter les choses un peu trop cynique, parce qu'elle ne montre aucune issue possible, aucune alternative désirable. C'est ce que Mark Fisher appelait le réalisme-capitalisme, hein, en un retournement un tantinet taquin du réalisme soviétique comme art imposé dans le bloc de l'Est. Le divertissement laisse s'exprimer les problèmes et les contradictions du système, laisse libre cours à notre détestation du système, mais le système reste le seul horizon. En faisant l'autopsie non pas de Squid Game la série, mais de Squid Game le phénomène, il y a, c'est vrai, de quoi se poser des questions. D'ailleurs, la série a bien enrichi la plateforme, alors que son créateur n'a pas touché un centime de plus que ce que prévoyait son contrat. Bon, il va pouvoir négocier un pont d'or pour faire la suite, hein, je m'inquiète pas pour lui, mais l'ironie du sort est présente. Il y a des produits dérivés, des restaurants à thème, des masques en plastoc jusqu'en tête de gondole de mon supermarché, sans parler de l'impact économique indirect, comme les godasses de la série dont les ventes ont explosé. Et voilà comment on se retrouve avec le géant des bagnoles Hyundai qui instrumentalise, pour sa com et le soft power coréen, l'image d'une série dont le protagoniste est un ancien ouvrier gréviste de l'automobile, alors qu'eux-mêmes se sont mangés un mouvement similaire il y a peu. Avouez qu'il faut un certain culot. Plus le phénomène est omniprésent, plus il se dilue, plus ces images perdent leur sens dans une récupération totalement dépolitisée. Tenez, je peux même vous faire mes pronos. Squid Game va avoir sa saison 2, hein, ça on le sait, et je doute qu'on se retrouve avec le même alignement de planètes, hein, elle va plutôt chercher à reproduire une formule. Formule que ne manquera pas d'essayer de copier toute une nouvelle mode de trucs à la Squid Game. Mieux, si j'étais un génie du mal de Netflix, ce que je ferais, c'est que j'en profiterais pour franchiser le concept au sein de leur empire avec les incarnations du jeu dans différents pays, ce qui est cohérent avec le lore. Starbucking, man. It's happening everywhere. Can't take away the smell, though. Sure they tried. Squid Game USA, Squid Game Hollande, Squid Game Brésil, Squid Game C'est Normal en Russie, Squid Game France Interville Drift. 3 weeks later. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Un peu comme avec le Squid Game lui-même, la série semble coincée dans le jeu pervers qu'elle dénonce et à l'extérieur duquel elle ne pourrait pas exister. Alors ouais, voilà, on vit dans une société, on critique le capitalisme alors qu'on y participe, je suis très intelligent. Cependant, on notera quand même que les récupérations les plus hypocrites du phénomène ont quand même à chaque fois provoqué des volées de bois vert et des moqueries d'un public pas totalement dupe. Et puis l'esthétique s'est aussi vue récupérée par des ouvriers coréens dans des manifs, ce qui est quand même plus cohérent. Surtout, on n'ôtera pas de l'idée que présenter une absence d'échappatoire au système a quelques intérêts. Ça permet de poser qu'en son sein, point de salut, et qu'il est difficile de s'en extraire tout seul. Qu'on ne peut pas le changer juste en essayant de changer soi-même, qu'on ne le rendra pas vertueux à la force de notre propre vertu. Que, par voie de conséquence, la seule solution est d'en finir avec lui, quel qu'en soit le prix.
C'était déjà la conclusion un peu dérangeante du premier pas de Bong Joon-ho à l'international avec Snowpiercer. Et c'est une conclusion qui est difficile à avaler, certes, elle paraît assez insurmontable, voire flippante, mais à tout prendre, l'admettre est déjà un bon début. Arrêtez de faire comme si le jeu était un PVP, joueur contre joueur, et comprendre que les joueurs devraient jouer contre le jeu. On m'ôtera pas non plus de l'idée que s'il est loin de réinventer le fil à couper le beurre et ne changera pas grand chose à l'état du monde, Squid Game est au moins le signe de quelque chose qui se passe au niveau culturel. Quelque chose que le cinéma coréen porte depuis longtemps au sein de sa propre société et qui semble trouver un écho de plus en plus fort partout ailleurs. 그 영화를 찍을 때는 어떤 한국적인 코리안 뉘앙스 같은 거에 되게 충실했고 표면적으로 그 한국적인 디테일들로 꽉 찬 영화라고 생각했는데 막상 완성돼서 여러 나라에서 영화를 틀어보니까 다들 똑같은 뜨거운 반응이 있어가지고 아 이게 되게 유니버설한 스토리였구나. 왜냐하면 우리가 하나의 나라에서 살고 있다. 지금 하나의 거대한 나라, 자본주의라는 나라인 거죠.